Drop my needle. Bonjour, je suis Bruno Soulès, je suis un dev, D-E-V, pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Depuis 20 ans que je suis dev professionnel, j'entends un truc au moins une fois par an. En France, on commence petit à petit à comprendre que devenir manager n'est pas une finalité. Alors c'est une bonne chose, même si visiblement ça prend du temps, car tout le monde n'a pas envie ou n'est pas fait pour devenir manager. Mais de manière plus intéressante, on commence aussi à revoir la notion même de manager. Ce n'est plus un chef, mais un tech leader désormais. Et surtout, on comprend qu'un manager, c'est mieux quand c'est un leader que quand c'est un gestionnaire. Mais alors, comment devenir un bon leader ? Peut-on changer son manager en leader ? Et surtout, qui travaille pour qui ? Pour répondre à ces questions de direction, je ne reçois pas Mr. Huff, mais il s'y connaît en leadership. Tristan, bonjour. Salut Bruno. Alors Tristan, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, je suis Tristan Fourreur, cofondateur et CTO de WeMaintain. Et donc WeMaintain, c'est la startup qui fait de la maintenance du bâtiment. On s'occupe des équipements techniques du bâtiment, donc à savoir les ascenseurs, la sécurité incendie, les portes automatiques et tous les autres équipements réglementés du bâtiment. Et voilà, et aujourd'hui on est présent dans 3 pays, la France, l'Angleterre et Singapour. Ok, donc déjà une présence assez importante. Ouais. Tu évoques un secteur où on imagine un nombre d'innovations assez réduit. On parle d'ascenseur, on parle de sécurité incendie. Tout à fait. Qu'est-ce que vous apportez du coup comme innovation sur ce type de métier ? Alors, avant de parler de l'innovation, je pense que c'est important de rappeler en fait notre raison d'être, d'ailleurs qui est inscrite dans nos statuts, on est une entreprise à mission. C'est le meilleur de l'humain et de la technologie au cœur du bâtiment. Et on pense que la technologie, c'est ce qui permet d'avoir un modèle alternatif qui revalorise les métiers techniques du bâtiment, principalement donc les techniciens qui viennent sur le terrain. Et donc nous, l'innovation, en fait, elle a plusieurs formes. Mais en gros, on équipe les techniciens pour qu'ils puissent faire leur métier d'une manière un peu plus différente, qui crée aussi plus de transparence et de visibilité pour les clients, mais aussi qui les aide dans leur quotidien à gérer leurs équipements, à gérer leur parc. Et on fait de l'IoT aussi qu'on utilise donc pour instrumenter les bâtiments et récupérer de l'information en temps réel, de la télémétrie sur les équipements, le bâtiment et leur utilisation. J'adore cette notion d'entreprise à mission. Donc du coup, l'idée, c'est de redonner des moyens aux techniciens qui interviennent sur un bâtiment, Ouais. ou de remettre l'humain au centre de cette gestion des bâtiments. Les deux, c'est les deux. Et en fait, le technicien, historiquement, il a toujours... c'est un métier qui est un peu un métier invisible, en fait. On ne se rend pas compte. Il y a une densité monumentale. Par exemple, les ascenseurs, il y en a 225 000 à Paris, c'est 3 fois plus qu'à New York. On ne s'en rend pas compte. C'est plus de trajets quotidiens. C'est 2 fois plus que le nombre de transports en RER et métro, en nombre de trajets. Donc derrière, il y a des personnes qui viennent et qui interviennent toutes les 6 semaines pour entretenir, inspecter, réparer ces équipements. C'est réglementé, il y a tout un écosystème autour. Mais voilà, la technologie a peu fait évoluer ces métiers et ces industries. Et nous, on essaye d'apporter ça à cette industrie, mais d'une manière qui est vertueuse pour ces personnes qui viennent et qui interviennent sur les bâtiments. C'est assez ouf cette stat. Il y a plus de gens qui prennent l'ascenseur que de gens qui prennent les transports chaque jour, ce qui est logique, parce que les gens qui prennent la voiture prennent l'ascenseur pour aller du parking jusqu'à leur bureau. Ouais. Donc ça fait effectivement un volume de transport qui est assez connu. C'est marrant d'envisager l'ascenseur comme un moyen de transport. Oui, tout à fait, mais c'est vrai, on appelle ça même vertical transport, le transport vertical. Ça comprend aussi les escalators avec, mais c'est un moyen de transport, effectivement. C'est marrant comme approche. Ok, donc toi, tu as cofondé WeMaintain, donc tu as commencé en tant que CTO. Tout à fait. Mais on le sait tous, quand tu es CTO d'une startup qui commence, tu es surtout dev, en fait, pour commencer. Donc du coup, aujourd'hui, il y a combien de devs chez WeMaintain ? Alors aujourd'hui, côté engineering et produit, on est bientôt une 40aine. Ok. Donc de dev, on va dire autour de 25. Ok. Et alors du coup, comment tu as construit cette équipe ? J'imagine que tu n'as
t'as pas les 25 personnes qui sont qui dépendent directement de toi. Donc comment tu as organisé un peu, t'es en feature team, t'es en squad, t'es en squadron, c'est quoi le... Alors, sur comment on l'a construit, ça s'est fait vraiment au fur et à mesure. WeMaintain existe aujourd'hui depuis 4 ans et demi, bientôt. Et en fait, on a très très rapidement commencé à recruter en tech. 3-4 mois après, on avait déjà nos 2 premiers recrutements qui sont devenus nos leads, par exemple, back et front, et qui sont toujours là. Et après, ça s'est fait vraiment au fil de l'eau, avec des périodes un peu plus creuses et des périodes de recrutement un peu plus soutenues. Mais aujourd'hui, donc sur comment on est organisé, donc sur maintenant une équipe tech, produit et engineering qui fait une quarantaine de personnes, à ce stade-là, on est déjà passé par plusieurs réorgs, on va dire, de plus ou moins grande envergure. Et il y a à peu près 4-5 mois, on est passé par une réorg assez majeure, qui, on l'espère, sera la vraie dernière réorg pour avoir quelque chose de beaucoup plus organique. Et en fait, l'idée était vraiment, donc pour revenir à ta question sur est-ce qu'on est en feature team, nous, on a pris une claque par un bouquin qui s'appelle Team Topologies, qui présente vraiment les équipes comme des systèmes organiques qui interagissent entre eux et qui posent le postulat de toute manière, il y aura toujours de la friction entre les équipes. Ce qui est important, c'est d'avoir un système qui a des plans de fracture qui soient sains entre les équipes, entre même les code bases aussi, parce que c'est quand même, on parle d'équipes d'équipes tech, c'est vraiment tourné dans un milieu engineering, donc d'avoir des plans de fracture qui soient sains entre les équipes, entre les code bases des équipes, et derrière de leur donner en fait la capacité d'être autonome sur un stream du business, un stream du métier. Donc par exemple, quand tu parles de feature team, la différence principale avec une feature team, c'est qu'on va les voir par le prisme des features, on va leur donner de la responsabilité sur des features spécifiques. Sauf que nous, en fait, on leur donne directement la responsabilité sur un pan du business, un pan du métier, ce qui n'est pas du tout pareil. Ok. C'est hyper intéressant. Alors du coup, c'est un choix de structure qui vient de ce livre, Ouais. donc Team Topologies, ou c'est une décision collégiale de l'ensemble de l'équipe d'avoir cette organisation En fait, Team Topologies, on va dire que c'est une approche, mais c'est pas réellement une méthode point par point. Il y a plein d'autres petites choses qu'on a fait en plus pour laisser les équipes s'auto-construire. On a fait un workshop qu'on appelle un self-design workshop, un workshop un peu d'auto-constitution des équipes. Ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on a, de manière vraiment très simple, on a essayé de revenir vraiment à que fait WeMaintain et que veut faire WeMaintain. Quels sont les streams business, vraiment les flux de valeur, de revenus ou les flux métiers qu'on veut adresser, lesquels on veut prioriser. Et on en prend quelques-uns sur lesquels on sait qu'on veut des équipes pour avoir un impact. Et ensuite, on arrive devant toute l'équipe avec ces streams, on leur explique qui vont être, on pense, les interlocuteurs sur ces streams, quels vont être, on pense, les grands enjeux stratégiques sur ces streams. Et ensuite, on leur a demandé d'itérer et d'essayer de se répartir autour de ces équipes en ayant en tête, en fait, 2 règles. Faites ce qui est de mieux pour l'organisation et traitez les autres comme des adultes, en fait. Et avec ça, on a fait, donc, il y a eu des boucles pour essayer un peu d'avoir quelque chose d'autosuffisant, de ne pas avoir d'équipe où il y avait vraiment des carences sur des compétences particulières, par exemple. Mais c'est vraiment, ça a émergé directement de l'équipe et on est parti là-dessus, en fait. Ok, donc encore une fois, c'est quelque chose qui vient à chaque fois de l'équipe, en fait. C'est elle-même Ouais. qui structure son schéma organisationnel, en fait. Tout à fait. Et quelle est la modularité qu'il y a sur ces streams? C'est-à-dire est-ce que les streams sont très figés dans le temps, ou est-ce que justement cette période d'atelier que tu as défini, Ouais. les équipes les ont un petit peu recadrées, réorientées? Bah alors, recadrer et réorienter un petit peu, c'est-à-dire qu'on voulait leur donner quelques pièces du puzzle pour se former, mais ensuite derrière, ça a été à eux d'aller échanger avec leurs interlocuteurs, leurs stakeholders, pour pouvoir un petit peu se former et créer on veut qu'en fait qu'ils aient une expertise métier sur le pan du business qu'ils adressent, et aussi les laisser définir leur raison d'être et leur mission.
ensuite, suite à ça, par exemple, ce qu'on est en train de faire en ce moment, là, on est en pleine phase de conception, de finalisation de nos OKR pour 2022. Le but, semaine prochaine, par exemple, enfin même cette semaine d'ailleurs, c'est pour les équipes d'aller constituer leurs OKR à eux pour les rattacher aux OKR macro de l'organisation. Donc, en fait, on leur laisse vraiment le choix de la tactique. Ça, c'est ce que tu aurais dans une feature team, mais aussi de la stratégie sur comment elles impactent leur stream. Et quel est c'est-à-dire que du coup, ces équipes, elles sont constituées exclusivement d'une équipe tech, ou du coup, tu as aussi des experts métiers qui sont dedans pour aussi avoir cette prise de décision et cette influence sur la stratégie. Ouais. Donc le plan à long terme, c'est vraiment ça, c'est que ces équipes-là ne se voient vraiment plus comme des équipes tech, mais comme des équipes du métier en question, du métier qu'elles adressent. Par exemple, donc, comme je disais tout à l'heure, nous, on a toute une partie terrain avec des techniciens sur le terrain. Et ben, donc, je reprends la nomenclature Team Topologies, une Stream Aligned Team, donc une équipe alignée sur un stream, qui s'appelle l'équipe Field Service. Donc, c'est vraiment service sur le terrain. Et eux, leurs interlocuteurs privilégiés, c'est vraiment toute la technique terrain. Donc, ce qu'on voudrait, et ils les intègrent déjà à tout leur process d'idéation, de co-conception, mais idéalement, ce vers quoi on veut tendre, c'est vraiment une équipe field service, qui n'est pas une équipe tech, qui n'est pas une équipe, qui n'est pas un groupe de développeurs plus produits, plus designers. Ok. Et qu'est-ce qui a initié cette réorganisation chez vous? Tu as lu ce livre Team Topologies et tu t'es dit c'est ça que je veux faire? Ou il y a un événement avant, c'est peut-être une étape en termes de taille d'équipe, ou je sais pas, un événement particulier, où tu t'es dit ok, là il faut revoir un peu le plan? C'est d'un côté une constatation de plein de petits symptômes émergents de friction entre les équipes, de dépendance entre les équipes, mais qui n'étaient pas vraiment saines parce qu'on se retrouvait souvent devant le fait accompli on a sur cette équipe cette story qui est bloquée par telle autre équipe, et en fait de se rendre compte qu'il n'y avait pas des dépendances, en tout cas d'identification des dépendances vraiment saines qui permettaient de voir ça en amont et de ne pas se retrouver bloqué. Dans le code aussi, on se retrouvait avec une ownership floue, c'est-à-dire qu'on commençait par exemple toute notre stack back-end, ça commençait à être assez flou quelle équipe avait la responsabilité de quel microservice. Donc, on commençait à voir tous ces petits problèmes. Et lors d'une conférence l'année dernière, il y avait justement le Matthew Skelton, un des auteurs de Team Topologies, qui venait présenter ça. Et en fait, on était avec pas mal de leads de l'équipe tech en train de regarder ces confs, et on a eu un petit déclic de se dire en fait ça a peut-être du sens chez nous, et on a commencé à creuser, et ensuite on s'est jeté dans cette direction. Donc il y avait déjà une organisation par équipe? Ouais, sauf qu'on était plus proche effectivement de feature team avant. Et alors, parce que tu avais l'air de dire qu'il y avait il y avait une petite subtilité entre la feature teams et une organisation par stream. Ouais, tout à fait. Est-ce que cette petite subtilité a suffi à régler, entre guillemets, toute ou partie des frictions que vous aviez jusque-là? Je sais pas si c'est cette différence qui crée la friction, mais pour moi, c'est cette différence qui crée la responsabilisation et l'autonomie des équipes. C'est-à-dire que dans une feature team, tu donnes un scope technique et fonctionnel quand même assez précis aux équipes. Et en général, ils ont une feature roadmap qui est assez claire, et ils savent ce qu'ils vont devoir construire comme feature. Après, ils ont quand même un certain degré d'autonomie sur comment ils la construisent. Et t'as quand même, le produit est quand même important dans une feature team, il y a quand même de la conception. Mais en amont, ils reçoivent quand même en entrée des choses qui sont déjà assez opinionated sur la forme que ça va devoir prendre et ce que vont devoir être les grandes features à développer. Nous, l'idée, c'est de bouger un peu cette frontière et de donner encore un peu plus d'autonomie à l'équipe et de lui permettre à elle-même de choisir sa feature stratégie en allant un cran plus haut en fait, en lui permettant vraiment de choisir la stratégie sur tout un pan du business.
Alors, ce que je trouve fascinant dans cette première partie de la discussion, c'est que tu ne parles que de l'équipe, donc il y a quand même une notion de collectif. Ouais. Et à aucun moment on a parlé de tech lead, de manager, de responsable. Ouais. Donc il y avait déjà des équipes qui étaient existantes avant, donc j'imagine qu'il y avait déjà des tech leads, notamment ceux que tu évoquais, qui regardaient la conf avec toi. Ouais. Est-ce que du coup ces tech leads ont changé? Est-ce que leur rôle a changé? Comment est-ce que tout ça a été accompagné au niveau des managers? Alors, c'est effectivement le cœur du sujet. Ils ont été clés aussi là-dedans, dans cette transition. Et on n'a pas un modèle vraiment figé que tout le monde chez nous respecte. C'est-à-dire qu'on on s'est fait un peu une carte, une cartographie des responsabilités qui vont avec le management, le leadership, et on s'est demandé ok, comment on voulait que ça joue dans les équipes, où est-ce qu'il devait être dans l'orga, et en fait on a quelque chose qui est pas parfaitement similaire d'un tech lead à l'autre. C'est-à-dire que par exemple notre équipe back-end, donc on a un chapter back-end qui est vraiment donc le regroupement, la communauté de pratique des personnes qui font du back-end, qui a un lead back qui lui n'est pas par exemple dans une des Streamline teams, parce que l'équipe est plus nombreuse, parce qu'il y a d'autres sujets de fond à traiter pour travailler sur l'environnement de travail de l'équipe back. Mais par exemple, notre lead front, lui, est dans une équipe, dans une de ces Streamline teams. Donc il y a aussi un petit peu derrière de questions de motivation personnelle, etc. Et de ne pas vouloir trop impliquer, pas trop vouloir imposer un moule, un calque dans lequel les personnes doivent absolument rentrer. Mais en tout cas, ce qui est important de dire, c'est que nous, notre vision de ces personnes-là, déjà, il ne faut pas se le cacher, ce sont des managers, c'est sûr. Et nous, on s'est dit, en fait, c'est impossible d'avoir des managers qui n'ont pas de leadership, qui n'ont pas de compétences de leadership. Par contre, il n'y a pas nécessairement que les managers qui doivent pouvoir montrer du leadership, et faire preuve de leadership, ça prend plein de formes différentes aussi. Et on va revenir là-dessus. Et par contre aussi, ce qu'on a dit, c'est qu'on voulait un certain style de leadership particulièrement, qui est le servant leadership, et qui, on pense, nous correspond vraiment bien à notre culture, à nos valeurs et à la façon dont on a tous envie de travailler ensemble. J'aime beaucoup ne serait-ce que le terme servant leadership, pour moi c'est hyper parlant, et je trouve que c'est une valeur qui est hyper importante. Avant de creuser cette notion de servant leadership, j'ai envie de comprendre un peu plus du coup comment tu as fonctionné sur cette structure d'équipe. Et donc de ce que je comprends, tu as des référents techniques qui peuvent être dans une équipe ou dans une autre, mais qui du coup vont encadrer le travail technique de gens qui sont dans d'autres équipes que la leur, de manière presque matricielle, on va dire, ou transversale, et que le rôle de manager n'est pas lié en fait à ce niveau de responsabilité. C'est-à-dire que tu peux être manager sans être tech lead, et inversement, ou les deux, mais donc c'est pas des rôles qui ont une causalité directe. Ouais, en fait, nous et d'ailleurs donc sur le côté encadré, pas tant que ça. C'est-à-dire que au sein, en fait, sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire vraiment, enfin, fonctionnellement, c'est créer de la valeur pour les équipes. On veut leur permettre de créer de la valeur. Et le but des managers, c'est de permettre à leurs équipes d'évoluer dans un environnement où ils peuvent sereinement créer de la valeur, et aussi avoir une vraie responsabilisation, une vraie autonomie. Donc l'encadrement technique, je ne sais pas si je pense pas que ce soit un terme qui soit vraiment pertinent, ou celui que j'utiliserais en fait. C'est-à-dire que dans nos équipes, dans les Streamline Teams justement, tu vas avoir effectivement différents niveaux de seniorité technique, et tu n'as pas nécessairement un tech lead dans ton équipe. Mais tu vas avoir forcément une forme de leadership émergent si les équipes sont bien construites et qu'il y a une bonne répartition du niveau de seniorité. Tu vas avoir forcément à un moment un leadership qui va émerger, un leadership technique, et des personnes qui vont essayer de fédérer, de canaliser les discussions techniques, et les considérations et les implications techniques. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de privilégier au sein de l'équipe pour qu'il n'y ait pas de dépendance forte vers les autres équipes qui seraient dans leur chemin critique
pour livrer de la valeur. C'est un des concepts de Team Topologies qui est de faciliter ce qu'ils appellent le flow of change, donc de faciliter le changement et le côté incrémental, délivrer de la valeur au fur et à mesure. Et la deuxième partie de ta question, je l'ai oubliée. La deuxième partie, c'était donc sur le fait que donc, les responsabilités sont paliées. Ouais. Et donc que cette notion du coup de responsable, de gestionnaire de l'équipe, en fait, au final, elle est interne à l'équipe ou elle est complètement externe? Eh ben, ça dépend donc des cas, effectivement. Et juste pour repréciser un peu en fait le rôle on pense d'un leader technique qui manage et qui justement gère entre guillemets une équipe, ça va être vraiment d'accompagner le développement personnel des membres de son équipe. Donc il y a un rôle de débloquer des ressources pour qu'ils puissent continuer à évoluer, à se former, à être équipés comme il le faut pour atteindre leur mission. Il y a un rôle de feedback régulier aussi, d'accompagnement dans la durée, parfois donc même de mentoring, mais pas systématiquement non plus. C'est difficile de faire scale le mentoring, et si on disait que chaque manager doit être aussi un mentor pour chaque membre de son équipe, c'est compliqué. Donc on peut avoir cette casquette mentor sur un tech lead ou pas, ça dépend aussi. On a des relations un peu de mentoring qui sont apparues aussi de manière assez organique dans l'organisation. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va essayer de structurer un peu plus l'année prochaine pour avoir vraiment un système de mentoring, des outils pour aider au mentoring, etc. Et puis après, il y a tous les aspects un peu d'entretien individuel, vraiment toute la partie progression de carrière, rémunération, etc., qui vont aussi tomber dans les responsabilités du manager. D'accord. Alors, du coup, si j'essaie parce que je trouve ça intéressant, en fait, cette approche, donc si je comprends bien, tu pars du principe que les gens ont besoin de progresser techniquement, comme dans les métiers techniques, donc il faut progresser techniquement. Ouais. On a un besoin aussi de progresser, tu as parlé de plan de carrière, tu as parlé de formation, donc on a besoin de progresser en tant qu'individu, pas que techniquement. Et en fait, cette responsabilité entre guillemets, d'avoir quelqu'un qui va t'aider à progresser sur un plan ou sur un autre, c'est pas une responsabilité que toi tu distribues à quelqu'un. C'est quelque chose qui va émerger, une capacité qui va émerger chez certains qui vont du coup en accompagner tout ou partie de l'équipe sur certains sujets, mais pas forcément sur tout. Et encore une fois, il n'y a pas de schéma prédéfini. Tu laisses un peu comme Darwin, tu laisses en fait les compétences émerger, quoi. Alors, il y a quand même au moins une personne qui est le manager qui, lui, a la responsabilité vraiment de faire ce que nous on appelle, on utilise un outil qui s'appelle Progression, dont il serait intéressant de reparler un petit peu, qui sert justement à faire du feedback sur les compétences, à faire des points réguliers en fait. On a des matrices de compétences avec différents niveaux qui sont directement liés à notre politique de rémunération, et qui permet de faire le point régulièrement sur l'évolution des compétences de la personne, à la fois sur des compétences techniques dans le dur vraiment, mais aussi, et même presque plus, sur toute la partie soft skill, vraiment de communication, de gestion du conflit, de leadership et pas mal d'autres. Qui vont en fait, tout ça, c'est-à-dire que c'est des points que tu peux travailler avec d'autres personnes, et d'autres personnes vont pouvoir t'aider à enrichir ces compétences-là, mais tout le monde chez nous a au moins un interlocuteur privilégié qui est le manager, qui sert par contre à s'assurer que ces événements-là aient bien lieu, s'assurer qu'il y ait des objectifs clairs pour la personne, pour la faire progresser au fil du temps, et ensuite peut-être aller lui débloquer des ressources pour l'aider à travailler sur ces points-là, des ressources internes ou externes. Elle peut proposer justement, ok, tu as besoin de travailler sur, je sais pas, on parlait tout à l'heure de domain-driven design, tu as besoin de progresser sur cet aspect-là, on a un tel qui est vraiment une pointure sur ce sujet, donc je te propose de mettre un plan de mentoring en place avec lui pendant 2-3 mois pour travailler sur ces aspects-là. Ou à l'inverse, je sens que sur la culture du feedback, tu pourrais progresser un peu, je te recommande ces lectures-là, ou je te recommande d'aller faire cette formation-là. Donc le manager, en fait, c'est presque un PM des carrières, en fait, chez WeMaintain. C'est une partie de son travail. Ok. Alors, du coup, cette notion de servant leadership que vous essayez
que vous cultivez au sein de ton équipe. Ça correspond à quoi? Ça veut dire quoi, servant leadership? Alors, la traduction littérale, c'est le leader serviteur. Il est parfois appelé comme ça en français. Et il y a vraiment l'idée d'être au service des autres. C'est un peu l'idée de la hiérarchie inversée, de la pyramide inversée. En tant que servant leader, l'idée, c'est vraiment de travailler pour l'équipe. C'est vraiment inverser un manager en posture de servant leadership. Là où vraiment il faut arriver à se retourner un petit peu le cerveau, c'est qu'il travaille pour son équipe. Pas l'inverse, pas son équipe qui travaille pour lui. Et donc ce que ça veut dire déjà changer un peu de paradigme et être en écoute active pour comprendre ce dont l'équipe a besoin, les préoccupations de l'équipe. Et par exemple, mon rôle, moi, aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment de s'assurer à l'échelle de l'organisation, maintenant, on a 120 personnes au global, de s'assurer qu'on ait encore tous ces feedbacks qui remontent pour avoir ensuite la capacité de travailler sur les bouts de l'environnement interne qui permettront plus d'autonomie des équipes. Donc vraiment, le servant leadership, en 2 mots, c'est travailler pour les équipes. Et ça peut prendre différentes formes. C'est s'assurer qu'ils aient les bonnes ressources, le bon environnement, le contexte business dont ils ont besoin pour prendre des décisions qui soient saines. Et c'est vraiment de travailler pour les équipes. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été ancré en toi et du coup chez WeMaintain, ou ça vient aussi de cette réorg? C'était ça, par contre, ça date dès le début. C'est quelque chose qu'on faisait de toute manière, je pense, de manière assez naturelle. Avec mes 2 cofondateurs, on est vraiment très alignés là-dessus. Il y a quelques bouquins qui nous ont fortement inspirés. L'un d'eux, c'est Reinventing Organizations de Laloux, qui parle des organisations vertes, opales. Et en fait, on s'est reconnu dans plein de ces concepts et on essaie d'en appliquer une bonne partie. Donc pour ceux qui connaissent Reinventing Organizations et les différentes couleurs d'organisation, je pense qu'aujourd'hui on est une organisation verte avec des bouts d'organisation opale et on tend vraiment vers une forte autogouvernance de l'équipe. Et le rôle dans ce type d'organisation du leadership, c'est justement de travailler sur l'environnement. Pas d'être dans l'opérationnel soi-même et dans le micromanagement, mais vraiment de faire confiance aux équipes qui, eux, sont le plus proches du business. Ok, fascinant. Et alors du coup, cette approche, est-ce que tu aurais un exemple concret d'une situation qui serait gérée différemment dans une situation de management traditionnelle et qui du coup a une approche particulière avec cette notion de servant leadership? Bah, ça prend... en fait, je parlais tout à l'heure de l'atelier d'autoconstitution des équipes. Typiquement, c'est le genre de choses qui ne se ferait absolument pas comme ça. En fait, dans une équipe, normalement, on viendrait peut-être... je pense que dans la plupart des boîtes qui sont quand même déjà un petit peu saines, ça serait quand même sous forme d'atelier avec les différents leads, mais avec uniquement les leads, et qui, eux, représenteraient un petit peu leurs équipes. Et tu aurais des ateliers pour essayer de définir un petit peu les nouvelles équipes après la réorg, mais ça n'impliquerait pas systématiquement l'organisation. Un autre exemple de ça, c'est sur, par exemple, tout ce qui est plan de recrutement, budget. On a une transparence totale avec toute l'équipe là-dessus, sur où sont les budgets pour l'engineering, pour la tech. On essaie de les construire de manière collaborative et absolument pas comme quelque chose qui est décidé par 1, 2, 3 personnes dans un coin. Donc ça a vraiment plein d'applications concrètes au quotidien. Et c'est sûr que sur certains process, ça prend un peu plus de temps parce qu'on essaie de les faire justement de manière participative et qu'on essaye autant que possible d'obtenir l'adhésion des équipes et qu'on essaie aussi de faire challenger ce qui est important et ce qui va changer un peu la forme de l'organisation, comme justement le plan de recrutement. Où est-ce qu'il faut recruter, pour quelles équipes, combien de budget il faut allouer aux équipes, etc. C'est sûr que quand tu dis ça, on veut donner de la visibilité, mais aussi la possibilité à 35-40 personnes d'avoir un impact là-dessus, forcément, ça prend un petit peu plus de temps. Il faut trouver des formats de workshop qui permettent à toutes ces personnes-là d'avoir une voix, à toutes ces personnes-là qui posent des questions, il faut leur répondre. Mais
ce qu'on a en sortie, c'est quelque chose de beaucoup plus vertueux, qui est souvent beaucoup plus précis. Et puis, il y a un autre avantage non négligeable à tout ça qu'on n'a pas mentionné, mais en fait, en 4 ans, on a eu un seul départ dans la tech, en fait. Là où, normalement, il y a quand même un churn ou une attrition assez douloureuse dans les orgas tech. Oui, donc ça a aussi un gain en termes de fidélisation. Ouais. Alors justement, cette fidélisation, ça veut dire que tes équipes ont une capacité de projection aussi au sein de l'entreprise. Mais comme du coup, il n'y a pas des postes strictement définis ou des évolutions strictement définies, comment tu fais pour leur permettre de se projeter tout en évitant de leur dire dans 2 ans, tu es manager, dans 3 ans, tu es partner, ainsi de suite? Ouais, tout à fait. C'est un peu la classique de tu peux plus être. Est-ce qu'on peut être encore dev à 40 ans, par exemple? Non, il faut être manager. En fait, nous, dans nos frameworks de progression, on a 2 tracks. On a une track individual contributor et une track engineering management. Sachant que tu peux passer de l'une à l'autre. Et pas uniquement de individual contributor vers engineering management. Quelqu'un qui serait en position de management peut très bien redevenir individual contributor s'il le souhaitait. L'idée derrière, en fait, c'est qu'on ne veut pas donner l'impression erronée que d'être un manager de la tech, c'est quelque chose de plus valorisé que d'être un individual contributor d'un super bon niveau. Donc nos tracks individual contributor et engineering management vont assez loin dans les niveaux de seniorité et dans les attentes. Et par contre, si on en revient au leadership, au-delà d'un certain niveau de seniorité en tant que contributeur individuel, on attend aussi du leadership technique, des soft skills. En fait, par exemple, nous, on est assez clair sur le fait que chez nous, on ne souhaitait pas avoir des personnes qui soient ultra seniors, mais qui soient vraiment dans la technicité pure, mais qui soient incapables de transmettre, de mentorer, de partager leurs connaissances. Et en fait, pour nous, c'est aussi indissociable, cette seniorité, que ce soit à travers l'engineering management ou le contributeur individuel, d'être capable d'avoir un rayonnement technique dans l'organisation et d'avoir un leadership technique aussi. Et alors, comment est-ce que tu définis ce leadership que tu attends passer un certain niveau de seniorité? Nous, tel qu'on le voit, c'est vraiment... si on parle toujours du contributeur individuel, ça va être une sphère d'influence qui va grossir au fil du temps et des niveaux, et qui même pour un niveau très avancé de contributeur individuel, idéalement, cette sphère d'influence et ce leadership technique, il va même rayonner en dehors de WeMaintain. C'est quelque chose qu'on souhaite commencer à faire l'année prochaine, commencer à avoir... on a déjà quelques petits projets open source, mais on a un gros potentiel framework open source qui est dans les tuyaux. Et typiquement, ça passe par là aussi d'avoir cette sphère d'influence qui va même dépasser le cadre de l'organisation. Mais à une échelle plus basse, ça peut être aussi au sein directement d'une équipe, d'une streamline team. C'est quelqu'un qui va être moteur pour partager les bonnes pratiques avec les nouveaux arrivants, faire du feedback régulier et constant, parce que le feedback, c'est pas un outil qui n'est réservé qu'aux managers. D'ailleurs, nous, on fait du feedback 360, on essaie vraiment d'avoir plus de peer feedback. En général, en France, ce qui est bien trop souvent le cas, c'est que le feedback, c'est une fois par an pendant l'entretien annuel ou individuel, et que c'est à sens unique. C'est le manager fait du feedback vers le bas à la personne. Sauf que tu te prives du upward feedback vers le manager, tu te prives du peer feedback de tes pairs avec qui tu travailles, tu te prives aussi des fois de feedback de tes clients. Il y a plein d'autres moyens de récolter et de donner du feedback. Et je reboucle sur le leadership technique. Pour moi, ça fait aussi partie de ça, d'être un leader technique. C'est d'aider à élever le niveau global à travers le feedback. Et alors, du coup, tu as industrialisé ou tu as processisé cette culture du feedback, ou c'est ancré chez tout le monde? On a des outils qui ont une forte adoption, qui servent à ça. On utilise, par exemple, pour donner des petits conseils, on utilise 15Five, qui est un super outil qui fait à la fois le suivi des OKR, des one-on-one,
qui font les engagement surveys qu'on fait à l'échelle de toute l'organisation pour avoir un petit peu des informations sur l'état de santé de l'équipe, et qui fait aussi, donc il y a toute une partie sur le feedback 360. Un autre truc qu'on utilise beaucoup, c'est les high five pour le feedback positif, pour du praise, donc pour vraiment avoir aussi une culture de la reconnaissance de l'impact, des faits positifs des équipes ou des individus, ça peut être les deux. Et tout ça, c'est rentré assez fortement justement dans nos process. On a des intégrations pour les faire via Slack, on peut les faire directement dans l'outil dans lequel de toute façon tout le monde passe chaque semaine. Et après, derrière, il y a aussi le feedback qui est fait à l'oral, dans les PR, enfin voilà, tout le feedback, on va dire, qui est un peu plus propre au métier du dev, qui est une forme de feedback aussi. Je vois. Et alors, du coup, tu parles aussi d'une organisation pyramidale inversée. Ouais. Est-ce que ça veut dire que notamment sur les OKR, donc les Objective Key Results, est-ce que du coup, c'est les équipes qui définissent leurs OKR en premier, qui après, du coup, influent sur ceux du manager et qui, du coup, petit à petit remontent jusqu'à ceux de la direction? Non, dans le cadre des OKR, malheureusement, je ne pense pas que ça puisse fonctionner de cette manière-là, puisque le but quand même des OKR, c'est d'aller dans une direction commune. Donc notre point de vue là-dessus, par contre, c'est que ce qu'on appelle la senior leadership team, vraiment donc qui sont un peu les représentants de toutes les équipes et toutes les pans du business, plus nous founders, ce qu'on fait, c'est plutôt qu'on essaye de choisir les objectifs pour que ça porte vraiment la roadmap macro et vraiment la vision et la stratégie, mais macro, et qu'on laisse ensuite les équipes vraiment choisir sur leur stream, sur leur pan du métier, leur stratégie trimestre par trimestre. Et c'est quand même déjà un très très gros morceau. Et ce qu'on fait aussi d'ailleurs, c'est qu'on fait du W framework, donc c'est-à-dire que on part d'en haut, donc c'est le framework qui s'appelle comme ça, hein, donc W, c'est vraiment tu définis tes OKR macro, tu fais descendre aux équipes qui font des retours, font des feedbacks, travaillent dessus, et ça remonte, et ensuite tu absorbes les feedbacks ou non, tu retravailles un petit peu tes OKR, et ensuite tu le repousses aux équipes qui, elles, ensuite vont dans leur coin séparément trouver comment elles peuvent faire bouger les lignes au niveau macro et impacter tes key results pour rester dans la nomenclature OKR. Et donc, du coup, il y a une capacité de l'ensemble des équipes d'influencer au travers de leur stream la stratégie globale de l'entreprise. Oui, tout à fait. Parce que du coup, ils peuvent... jusqu'à quelle latitude ils peuvent du coup réorienter, entre guillemets. Alors, j'imagine qu'il y a quand même... Tu peux pas faire comment ça s'appelle déjà quand tu changes de... Un pivot. Un pivot. C'est pas non plus un pivot total, mais tu peux quand même petit à petit réajuster et recadrer les choses. Ouais, complètement. Mais même un pivot serait possible à l'échelle d'une équipe, voire de l'organisation. En fait, une équipe, nous, les Stream Align Team, par exemple, l'idée, c'est vraiment de comment est-ce qu'on évalue la performance d'une équipe produit et tech. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit fait à travers des KPI business. Pour savoir aussi, pour aider à prendre des décisions sur est-ce qu'il faut continuer, parce que derrière, on a quand même des problématiques de budget, est-ce qu'il faut réinjecter de l'argent dans cette équipe en continuant à étendre, à recruter, etc. Et on veut prendre cette décision avec vraiment de la data sur l'impact qu'a cette équipe. Si l'équipe donc regarde ses KPI et tente des choses et expérimente plusieurs fois d'affilée et en fait n'arrive pas à trouver le fit qu'elle souhaitait trouver sur un nouveau produit qu'on souhaiterait lancer, l'équipe peut d'elle-même aussi proposer de prendre une direction radicalement différente et pivoter. L'idée, c'est que en fait, c'est eux qui soient les décisionnaires de ça. C'est eux qui proposent les KPI sur lesquels, d'ailleurs, on évalue leur performance. Et c'est évidemment challengé par le reste de l'organisation parce que le but, c'est que quand même que comme les OKR, en fait, il faut que ce soit challenging, mais pas impossible à atteindre, et que ce soit pas non plus gagné d'avance. Et surtout, ce qui est précieux à notre stade, c'est le temps, pas l'argent, quoi. Donc on veut s'assurer qu'on travaille sur des sujets à fort impact. Donc pour revenir sur ta question, une équipe directement,
vu qu'on les observe que par le prisme de ces KPI assez business, assez macro, si eux, ils ont envie de changer de stratégie et de pivoter sur la façon d'impacter ces KPI-là, ils peuvent complètement. Au niveau organisationnel, les choses qu'on fait comme les OKR, etc., qui vont porter la vision et la roadmap stratégique, c'est aussi des choses qu'on fait avec une transparence absolue. On a montré tout le process de conception des OKR, on a ouvert notre board Miro à toute la société, on a fait une vidéo qui montrait le détail de comment on avait fait les 4 différents workshops, tout ce qu'on avait choisi de sortir, tous les KPI qu'on avait considérés, comment on avait atteint chacun des chiffres, etc. On a une vraie transparence là-dessus, et avec toujours l'idée de, si quelqu'un a mieux à proposer, on est toujours partant pour considérer d'autres options, quoi. Donc c'est juste en fait dans notre philosophie directement de laisser la possibilité à tout le monde de réinventer le business. Ouais. Et du coup, de ce que je comprends, tu as déjà eu le cas où en tout cas la possibilité existe que si tu proposes une feature ou une évolution avec laquelle l'équipe n'est pas forcément alignée pour toute une multitude de raisons possibles, ça, non seulement ça sera pris en compte, mais l'équipe du coup peut décider d'elle-même d'implémenter ou pas la features. Ouais, mais il faut, encore une fois, que ce soit, on utilise le mot data-driven, il faut qu'il y ait de la donnée derrière pour tangibiliser le fait que ce choix est bon. Et on est complètement OK avec le fait de faire des expériences, en fait, et de se dire, OK, rationnellement, on pense que, voilà, par exemple, on a cette idée de feature et on pense que ça va impacter ça et que ça va nous permettre de passer de X à Y% de ce que tu veux. Et ben on teste, on essaie d'avoir des cycles courts, de voir, mais vraiment de manière, enfin c'est du lean, quoi. Et tu essaies d'apprendre en quelques semaines, et si les résultats sont prometteurs, tu continues à creuser dans cette direction. En fait, on essaie là-dessus d'avoir les faits plutôt que les opinions qui servent justement à prendre ces décisions-là. Donc le fameux fact versus opinion, ouais. Ça. Donc, est-ce que du coup, parce que dans cette autonomie que tu laisses aux équipes, est-ce que tu considères que tu n'auras jamais besoin d'imposer un certain niveau de contrainte aux équipes, c'est-à-dire que tu les laisses vraiment libres de tout, et si tu as besoin d'exercer comme ça ce genre de contraintes, du coup, comment est-ce que tu le ferais? Je prends un exemple, 2 exemples tout bêtes que tu as évoqués sur leur nécessité de recruter, par exemple. Ouais. Je pense qu'une équipe peut facilement te demander de recruter plus que ce que tu es capable d'absorber. Ouais. Tu as aussi le risque de vouloir passer sur des technos qui, peut-être pour des raisons X ou Y, qui peuvent être propres, mais que tu ne veux pas forcément voir arriver dans la stack. Est-ce que du coup, tu te réserves la possibilité de mettre un veto sur une décision, ou vraiment l'équipe est autonome et deal with it? Pour l'instant, il n'y a jamais eu à le faire, à mettre de veto. L'idée vraiment, c'est toujours le remettre par le prisme de faites ce qui est le mieux pour l'organisation et de traiter les autres comme des adultes. Donc, si quelqu'un arrive et dit je veux utiliser telle nouvelle techno ultra moderne, et que moi je suis plutôt réticent, je vais challenger la personne sans diminuer son opinion, mais surtout je vais essayer de comprendre pourquoi en fait. Est-ce qu'il y a des vrais bloqueurs techniques sur notre stack actuel qu'on ne peut absolument pas adresser, ou est-ce qu'on veut juste utiliser le dernier truc tendance à la mode? Donner aussi du contexte à la personne, lui dire ok, mais est-ce que tu sais combien il y a de développeurs sur le marché qui ont ces compétences-là, ou alors combien de temps on va devoir passer, quel budget pour monter le niveau de compétence des personnes en interne. Ça va être quoi notre buzz factor si on passe sur cette techno? Est-ce que du coup il n'y a que toi qui sera capable de le maintenir? Donc c'est vraiment ce genre de choses en fait, et d'essayer vraiment de discuter et d'attaquer des deux côtés les idées, mais pas les personnes. Donc d'essayer d'ailleurs de se projeter dans les chaussures de l'autre personne aussi, de comprendre, ok, mais si cette personne utilise telle nouvelle techno, pourquoi? Est-ce que peut-être aussi, il a juste envie de repartir d'une nouvelle feuille vierge à côté de la stack qu'on a actuelle, parce qu'elle a commencé à grossir, on a des problèmes de CI/CD, je sais pas, donc peut-être aussi envie de repartir sur un truc vierge, et qu'en fait le problème sous-jacent c'était ça, et il faut parler de ça. Donc l'idée c'est vraiment de se dire qu'en allant dans le fond des sujets, et avec une chose aussi simple que juste en traitant les gens comme des adultes, on peut vraiment
aller loin dans les choses et atteindre un consensus. C'est juste que ça prend un peu plus de temps qu'une organisation traditionnelle où quelqu'un dirait non, changer techno, c'est mort, retourne à ton bureau. C'est sûr que ça prend un peu plus de temps, mais c'est aussi ce qui va permettre d'atteindre des solutions plus saines, d'avoir une orga qui sera plus pérenne. Et l'autre point, donc ce que tu disais sur l'autonomie et sur les contraintes, l'autonomie, ça ne veut pas dire le chaos. Et je pense que par contre, c'est important d'avoir quand même des formes de boucle de contrôle, mais qui soient saines et qui soient comprises par tout le monde. C'est-à-dire que par exemple, quelque chose aujourd'hui qui est une contrainte sur les équipes, en fait, ce qu'on est en train de drafter aujourd'hui, c'est les working agreements, donc les accords sur la façon dont on travaille entre les équipes et l'organisation. On avait pensé pendant un moment faire ça sous la forme d'une déclaration d'autonomie ou un contrat d'autonomie. Il y a des choses, il y a de la ressource sur Internet là-dessus pour ceux qui veulent le regarder. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est définir quelle est la façon dont une équipe et l'organisation au sens plus large interagissent et quelle est un peu l'API de l'échange entre une équipe et l'organisation. Et là-dedans, ce qu'on voulait par exemple demander des équipes, mais vraiment de manière uniforme à travers toutes les équipes, c'est un squad health check, qui est un petit atelier où on évalue, où on prend du feedback de la part des équipes sur leur capacité à délivrer, leur sentiment d'avoir une mission utile et plein d'autres indicateurs où on veut, à travers ça, être capable de repérer si on a plus tard un problème qui apparaît. Est-ce que c'est à l'échelle globale, à travers toutes les équipes, et on a un vrai problème sur tout l'environnement, ou est-ce que c'est au sein d'une équipe et il faut concentrer un petit peu notre attention pour les permettre de tacler ce problème-là. Donc l'idée en fait derrière les boucles de contrôle, c'est qu'il faut permettre aussi aux personnes et aux équipes de comprendre comment en fait ça les sert et comment ça sert aussi d'autres personnes dans l'organisation plutôt que de bêtement essayer d'être dans la surobservabilité des équipes ou du monitoring de la productivité par exemple. Ouais. J'aime beaucoup cette notion de se dire que en fait, si tu donnes suffisamment de contexte à tes collaborateurs, si tu leur donnes les mêmes informations que toi et qu'eux te donnent les mêmes informations qu'ils ont, en fait, tout le monde en toute intelligence peut arriver à la même conclusion. C'est juste une question d'information et de partage de l'information. Du coup, cette culture de la transparence que vous avez aujourd'hui et du partage, alors je trouve ça merveilleux que vous l'ayez de manière intrinsèque en vous. J'imagine qu'il y a peut-être quand même une difficulté à le transmettre au reste des équipes et à faire en sorte que ça perdure dans le temps. Comment vous faites, si tant est que vous soyez capable de le mesurer, pour maintenir cette culture-là? On le mesure complètement à travers justement, il y a des outils comme les engagement surveys. Ça sert justement à ça, à avoir du feedback sur ces thématiques-là, mais aussi sur plein d'autres, sur est-ce que les personnes se sentent épanouies, plein d'autres choses, la charge de travail, etc. Mais sur toute cette partie transparence et autonomie, c'est des points qui sont dans le dernier engagement survey, sont dans les plus hauts en fait. Sur un score de 100, on est à quelque chose comme 94, 95 sur toute l'organisation. Et comment est-ce qu'on s'assure de ça? Déjà dès le recrutement, on essaye de sonder et d'avoir des personnes qui sont réceptives à ça. Il y a d'autres personnes qui vont naturellement vouloir un peu plus être dans quelque chose de plus guidé, de plus vraiment être un peu plus exécutant que décideur. Et nous, on essaie plutôt de favoriser vraiment la co-création, la co-construction, et donc on va chercher des personnes qui ont une appétence pour ça. Et après, quand il y a des travers, il peut y avoir des petits travers, on essaie à travers le feedback en fait de couper court aux dérives. Parce que du coup, tu as besoin d'avoir en interne des gens qui ont ce besoin, qui ont cette envie d'avoir vraiment... c'est pas avoir les mains dedans au sens d'être très technique, mais c'est des gens qui ont envie de prendre part pleinement au projet de l'entreprise. Tout à fait. Est-ce que tu risques pas aussi du coup d'avoir des jeux d'ego au bout d'un moment avec des gens qui trouvent qu'un tel peut te prendre trop de place ou qui aimeraient avoir... sans aller jusqu'à avoir envie d'être calife à la place du calife, mais tu vois, tu peux avoir ce genre de entre guillemets conflit?
Ouais, bah après, en fait, il y a des méthodes qui permettent aussi d'adresser ça. Enfin, quand tu as des problèmes d'ego et de friction un peu entre les égos, nous, en fait, on essaie de s'équiper. Voilà, le rôle, ça, justement, c'est le rôle des managers d'accompagner sur ce genre de situation et de se placer en tant que facilitateur, voire parfois en tant que médiateur. Dans ce genre de situation, il y a plein de petites choses à faire, des ateliers, des choses très pratiques pour comprendre d'où vient la frustration et la friction par exemple, entre deux personnes. Comprendre, on fait des trucs genre moving motivators pour comprendre quels sont en fait vraiment les drivers de la personne, les choses qui vraiment de manière intrinsèque le poussent et le drive dans son métier, dans son quotidien, et comprendre s'il y a de la friction. Est-ce qu'il se sent en danger sur l'un d'eux, sur son statut, son rôle? Est-ce qu'il a l'impression d'être menacé sur ce point-là par l'autre personne? Des choses comme ça où en fait c'est très contextuel et c'est important d'y passer du temps, et ça fait vraiment partie du rôle justement des leaders d'être capable de désamorcer ces situations-là le plus tôt possible et de ne pas les laisser prendre de l'ampleur au fil du temps. Ouais. C'est fascinant du coup comme évolution. Et du coup, comment est-ce que toi, ton rôle a évolué sur ces 4 années au sein de WeMaintain? Alors moi, mon rôle, déjà ma plus grande tristesse, c'est de ne pas avoir fait un commit depuis 9 mois sur la moindre des codebases de WeMaintain. Après, à côté, je continue à faire un peu d'open source et 2-3 choses à côté. Mais tout ça pour dire que maintenant, là, c'est vraiment clair. Mon rôle, c'est à la fois, je reste un facilitateur, je reste aussi founder, donc mon but, ça reste aussi de continuer à façonner la vision de demain et d'être à l'écoute du marché pour comprendre comment il évolue et comment nous, on doit évoluer avec lui. Donc il y a vraiment tout un côté facilitateur, apporter du contexte, etc. Mais en interne, c'est vraiment de continuer à travailler sur l'environnement, à le faire évoluer pour qu'il soit plus pérenne et pour qu'on puisse continuer à avoir une organisation engineering qui fonctionne, d'avoir de nouvelles méthodes, d'apporter des nouvelles compétences, des nouvelles ressources aussi. Justement, mon rôle maintenant, c'est pas mal ça aussi. Il y a un peu de coaching, un peu de mentoring dans certains cas aussi. Et voilà, c'est plus trop d'être dans le code. Malheureusement, il y a une petite partie de moi qui est un peu triste de ne plus être dans le code. Donc, tu es pleinement sur cette notion de servant leadership, c'est-à-dire que tu es vraiment au service de ton équipe pour qu'eux puissent délivrer au quotidien. Complètement. Et dans quelle mesure est-ce que ça joue sur tes objectifs à toi? C'est-à-dire qu'est-ce que tu nous dis que ça te manque de pas avoir fait de commit depuis 9 mois. Ouais. Est-ce que ça veut dire que tu as cette... pour reprendre le terme de tout à l'heure, tu as cette contrainte qui fait que toi, aujourd'hui, tu n'es plus capable, tu n'as plus la capacité... Le temps, voilà, ouais, de faire ce genre de choses à regret, et du coup, ton rôle a évolué en conséquence. Ou est-ce que tu pourrais aussi, dans cette structure très fluide, reprendre ce temps-là et déléguer peut-être d'autres choses à d'autres personnes On essaye, donc déjà on a un VP of Engineering qui nous a rejoint depuis début septembre et qui m'épaule vraiment beaucoup et qui vraiment me sert de sparring partner pour justement se challenger sur tout un tas de sujets qu'on a discutés aujourd'hui. Après derrière, moi ce que je veux reprendre, c'est le Gemba, le côté, donc c'est un des concepts du Lean Manufacturing, qui est vraiment le fait d'aller travailler au contact des équipes et d'aller du coup faire de l'immersion, mais dans un peu toutes les équipes, et d'ailleurs pas forcément technique, mais de faire des sessions immersion pour vraiment passer un petit peu de temps dans la delivery avec les équipes. À côté de ça, par contre, moi, reprendre un aspect contributeur individuel, je pense que ça serait pas forcément très sain si c'était même ne serait-ce qu'une demi-journée ou une journée par semaine, parce qu'en fait, soit je vais travailler sur quelque chose d'important, auquel cas c'est pas à moi de le faire parce que je vais couper l'herbe sous le pied des équipes. Soit je vais Et puis parce que t'as pas la vélocité, si jamais il faut le corriger, voilà, soit tu fais une demi-journée par semaine.
C'est ça. Et soit je vais pas travailler sur quelque chose d'important, et dans ce cas-là, autant que j'aille passer du temps sur des choses importantes. Donc c'est plutôt comme ça que je le vois. Mais à côté, personnellement, moi, pour pas... parce que c'est quand même... dans les Moving Motivators, il y a toute une partie craft mastery. Et moi, c'est un de mes gros drivers très personnels. Donc à côté de ça, je fais de l'open source, sur des technos de blockchain, je fais des petits projets même gros projets parfois, qui me permettent aussi de voir d'autres façons de faire, d'autres choses, de garder un œil sur les nouvelles technos. Mais au sein de notre organisation, c'est plus nécessairement ce qui est pertinent à titre très personnel. Mais je trouve aussi beaucoup d'autres satisfactions et je tire vraiment ma motivation quotidienne de l'équipe et de plein d'autres choses que le code. Ouais. Fascinant. Alors du coup, dans cette organisation très fluide que tu as, est-ce que... donc aujourd'hui, tu as dit c'est quasiment une trentaine de personnes sur l'équipe tech. Presque 40. Ouais. Est-ce que du coup, tu as une structure qui est... parce que j'imagine que tu es obligé d'avoir des équipes de petite taille. Tu peux pas avoir des équipes qui la font 20 personnes. fameuse two pizza team Voilà. Il faut nourrir une équipe avec 2 pizzas max. Est-ce que du coup, tout le monde est en râteau en dessous de toi, ou est-ce que du coup, tu as des VP qui se dispatchent chacun que 2 équipes? Tu vois, comment est-ce que tu structures sur un organigramme ces choses-là? Sur la partie pure dev, en gros, le VP of Engineering fait vraiment un travail d'accompagnement des leads, des différents leads techniques. Donc back, front, DevOps. Et ces leads-là, on pourrait en fait en faire un organigramme. Ça ne veut pas dire qu'il y a des barrières entre les différentes couches et qu'il n'y a pas de communication qui soit faite de manière plus consensuelle. Mais par contre, pour l'accompagnement et pour faire descendre ou remonter l'information, nous, effectivement, on croit que c'est difficile d'avoir plus de 6-7 personnes directement en accompagnement one-on-one chaque semaine. Donc effectivement, moi, personnellement, je ne crois pas au fait de dire on a une hiérarchie plate, par exemple. Hiérarchie plate, pour moi, ça veut dire que justement, tu n'as pas d'interlocuteur privilégié qui t'accompagne et qui te suit semaine après semaine. Je suis d'accord. Ou sinon, c'est pas scalable. Mais donc on a effectivement, on a des leads qui accompagnent des personnes et qui, eux, sont accompagnés par notre VP of Engineering. Et moi, de mon côté, donc, je travaille maintenant, aujourd'hui, avec une équipe un peu plus réduite, avec notre VP of Engineering, notre Head of Product et notre Head of Design. D'accord. Donc structure assez logique, assez simple, ouais. Mais qui du coup... Alors, comment est-ce que tu penses que ça va évoluer demain, si vous êtes 3 fois plus nombreux, donc aux alentours d'une centaine de personnes, ouais. Comment est-ce que tu penses que cette culture et cette structure va devoir s'adapter à ce volume-là? Je pense qu'il y a du coup certaines personnes chez nous qui ont déjà des appétences pour des rôles orientés engineering management, qui probablement prendront certains de ces rôles qui devront être créés sous faute de plus avoir le même niveau d'accompagnement et d'écoute de chacun. Et puis aussi peut-être des personnes de l'extérieur qu'on fera rentrer pour ça, mais clairement il va falloir aussi, si l'équipe a grandi mathématiquement, il va falloir plus d'engineering management. Je l'ai beaucoup dit, mais je le redis, je suis très fan de cette approche avec beaucoup de communication, d'échange, de se centrer sur chaque individu. Il y a un truc que je trouve fascinant dans ces métiers très orientés ressources humaines, c'est que chaque recrutement que tu fais, ça change un peu le barycentre des valeurs de l'entreprise, des objectifs, de la culture globale que tu as dans la boîte. Et comme toi, tu as mis en place une structure d'équipe qui fait que les gens ont une vraie capacité d'influence sur la structure de l'entreprise, sur les choix qui sont faits, sur la direction presque globale de la structure. Comment est-ce que tu fais pour que chaque recrutement que tu fais ne te dévie pas trop d'un objectif que toi tu as en tant que cofondateur, du coup de quand même, j'imagine qu'avec tes cofondateurs vous partagez une vision, vous avez un endroit où tu veux emmener l'entreprise. Comment est-ce que tu fais pour que chaque recrutement ne te dévie pas trop de cet objectif global pour tout le monde? En fait, ça prend plusieurs formes. Il y avait au début de ta question, il y avait un point un peu plus culture et le deuxième sur un peu plus la partie vision. Sur la partie culture,
en fait, on utilise l'équipe en place vraiment comme garant de la culture. C'est-à-dire que déjà pendant le recrutement, on a des entretiens fit et pas juste d'un même métier. C'est-à-dire que c'est pas des dev back, donc tu vas rencontrer que des dev back pendant ton process de recrutement. Non, tu peux aller rencontrer des sales, des ops, des techniciens pendant le process de recrutement pour essayer de pas avoir trop un seul prisme par lequel on regarde les candidats. Pendant la période d'essai, tu vas avoir aussi du feedback culturel qui est vraiment important aussi là-dedans. Donc vraiment, on essaye de... je pense que c'est peine perdue de se dire que la culture, c'est quelque chose de complètement immuable et fixe et qui n'évoluera pas. C'est quelque chose d'organique, mais qui peut être, par contre, traité de manière saine plutôt que de la laisser à l'abandon et de laisser un environnement devenir toxique. Donc ça passe par pas mal de garde-fous, justement, par les personnes, par le peer feedback, par le recrutement, pour s'assurer qu'on ne dilue pas notre culture. À côté de ça, sur la partie vision, comment ça se passe ? En fait, nous, on reste vraiment dans une posture à la fois, et je pense que c'est très compatible avec le servant leadership, de se dire qu'on doit obtenir l'adhésion de l'équipe aussi sur la vision. On fait des Q&A founders, par exemple. On en a un demain matin, vendredi matin. On fait des par exemple, notre dernière levée de fonds en juin, pour notre série B, on a pitché toute l'équipe en toute transparence, avec toutes les informations financières. Tout le monde connaît la valorisation de la boîte, enfin vraiment un niveau de détail et de transparence. Et on les a pitchés comme des investisseurs sur 1 heure, avec des questions-réponses de tout le monde. Enfin, vraiment, on donne... c'est cette transparence et de donner accès à tout ce à quoi on peut donner accès pour expliquer, rationaliser pourquoi on fait tel choix, pourquoi on croit à ça. On essaie vraiment d'embarquer tout le monde là-dedans. Donc vraiment, encore une fois, je reviens sur le côté consensuel, d'essayer d'obtenir de l'adhésion, du buy-in des équipes. Ouais. Pour terminer, parce que ça fait déjà à peu près 1 heure qu'on discute sur le sujet. Ouais. Alors, je vais me parler d'une analogie, je précise avant. Je ne suis pas en train de dire qu'un collaborateur, c'est comme un enfant, mais c'est juste pour l'analogie. Moi, en tant que parent, ce que je perçois, c'est que parfois, il faut effectivement que tu donnes les moyens à ton enfant de grandir et de progresser et de lui permettre de s'exprimer lui-même, enfin, tu vois, comment dire, d'explorer, de se réaliser elle-même, effectivement. Mais parfois, il faut savoir prendre les gens par la main pour les guider, pour les emmener quelque part. Comment est-ce que, justement, dans cette notion de servant leadership, comment est-ce que tu doses entre donner la liberté à quelqu'un d'expérimenter, de tester, de faire des erreurs, et parfois de prendre la main pour guider en disant voilà, maintenant on va faire comme ça, ce genre de choses. Tu vois, comment est-ce que tu fais pour équilibrer ces deux choses qui sont nécessaires, je pense, à tout un chacun, de parfois apprendre de manière un peu collégiale, enfin descendante, et parfois d'expérimenter par soi-même. Ouais, tu l'as bien dit, c'est vraiment un juste équilibre. C'est une alchimie très difficile à avoir entre vraiment la dose d'autonomie, d'expérimentation, etc. Et parallèlement aussi donner un contexte, un cadre qui permet de faire ça de manière saine. Je pense qu'en fait, ça passe par beaucoup de choses, mais ça passe aussi, surtout, je pense, par le feedback, justement. De ne pas laisser... En fait, c'est bien, justement, d'avoir de l'autonomie et d'avoir une forme de dérive autorisée, mais même encouragée, d'autoriser l'expérimentation, d'autoriser et de valoriser l'échec si on en tire des apprentissages. C'est une super bonne chose, mais il faut aussi, donc parallèlement, faire du feedback fréquent, garder ces choses-là sous des boucles de contrôle qui soient saines et comprises par tous comme étant dans l'intérêt de tous. Et il y a plein de moyens de faire ça, mais c'est hyper contextuel. Ça dépend aussi des équipes, des rôles, des postes. Donc tout ça passe principalement par le partage toujours. C'est vraiment la valeur principale qu'on retrouve dans ton équipe, quoi. Ouais, complètement. Top. Merci beaucoup Tristan pour tout ça. Merci. J'aurais une dernière question qui est la question rituelle du podcast TTD. Est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Espace. Espace. Merci beaucoup Tristan.
Merci beaucoup Bruno. Et merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. J'espère que cet épisode vous a fasciné autant que moi. J'espère que ce ne sera pas trop une désillusion pour vous de revenir après dans une structure où vous avez un manager plus classique et peut-être moins au service de son équipe et moins drivé par le fait de faire progresser les gens autour de soi. Mais si ce n'est pas le cas, vous pouvez contacter Tristan qui sera peut-être ravi d'envisager votre candidature chez lui. Je vous remercie aussi beaucoup de continuer à partager ce podcast autour de vous. On passe une très bonne fin d'année au moment où on enregistre cet épisode. Il y a un calendrier de l'avant du podcast sur le Discord. Donc je vous invite fortement encore une fois à rejoindre le Discord. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, B-I-B-E-A-R. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.